Bonjour, je m'appelle Fanny Seligman et voici le podcast 100 degrés. 100 degrés, c'est le point d'ébullition. Une ébullition entre trois cerveaux d'entrepreneureuses, d'actrices du secteur des industries culturelles et créatives et de l'innovation, réunies aujourd'hui pour bouillonner autour d'un sujet de société sous un angle un peu farfelu. Le tout en titillant leur créativité, leur imagination et en laissant libre cours à leurs pensées. Ce podcast a été créé, imaginé et produit par l'équipe du Media Lab du TRAC à Namur et porté par le KIC et En Mieux. Aujourd'hui, on se retrouve avec 3 invités de marque, car il s'agit de mes collègues. J'accueille aujourd'hui Diane Motin, Jean-Yves Rousseau et Delphine Jonard. Diane, c'est la responsable administrative du Protolab et du Media Lab du TRAC. C'est la petite maman de l'équipe, toujours à nous aider. On est vraiment aux petits oignons avec elle. Diane, c'est clairement notre indispensable de l'équipe, sans qui on serait tous en train de couler. Et surtout, c'est elle qui nous a donné l'idée de ce super podcast. Bonjour Diane. Salut. Ensuite, nous avons Jean-Yves, a.k.a. Jai, a.k.a. Jen Ive, a.k.a. Jean-Jean, l'homme aux 1000 surnoms, mais aussi aux 1000 idées. Car oui, son cerveau fonctionne à 8 fois la vitesse à laquelle un cerveau normal devrait fonctionner. C'est notre Protolab Manager, celui qui accompagne nos utilisatrices dans leurs idées folles pour mener à bien le développement et le prototypage de leurs projets. Hello Jean-Yves. Bonjour Fanny. La dernière, et pas des moindres, c'est Delphine, qui complète notre panel du jour. Delphine a rejoint l'équipe du KIC pour nous aider à développer des partenariats durables, mais c'est un peu une boule à 1000 facettes, avec plein de projets ultra complémentaires à son actif. C'est pour son regard expert dans le milieu des ICC et son goût pour l'innovation qu'on a voulu impérativement l'avoir parmi nous dans cet épisode. Bonjour Delphine. Salut Fanny. Le sujet du jour s'intitule « Connexion versus déconnexion ». Qu'est-ce que ça vous inspire de premier abord ? Diane ? Moi, je pense aux réseaux sociaux directement. Après, et au droit à l'oubli et à ce genre de choses. Identité numérique, etc. Ouais. Donc présence en ligne. Ok. Delphine, ça t'inspire quelque chose ? Plein de trucs. Oh là là, ça y est, c'est déjà parti. Voilà, moi, j'aime toujours bien me définir un peu comme quelqu'un qui aime bien faire des liens entre plein de trucs. Et j'adore ça, faire des liens, mais parfois, c'est vraiment très, très fatigant. Ouais. En fait, et on se rend compte qu'en fait, quand les choses se connectent, ça fait émerger des nouvelles choses. Et donc, en fait, il faut être tout le temps au taquet, tout le temps suivre, etc. C'est un peu comme la connexion. Et donc, la déconnexion, elle est utile, je veux dire, c'est le pendant vraiment nécessaire à la connexion, parce que sinon, on devient dingue, quoi. Donc voilà, c'est le rythme, c'est la vie, donc connexion, déconnexion. Très beau sujet. N'hésite pas à prendre des petites notes pendant l'épisode s'il y a des choses qui te viennent à l'esprit et que tu as envie de partager avec nous. Et comme ça, justement, on peut continuer à faire un tourbillon d'idées tout au long de l'épisode. Et Jean-Yves, qu'est-ce que ça t'inspire ? Je sais pas, moi, il n'y a pas 1000 idées. Non, je déconne. Depuis tantôt, il y en a 43 000. Je pense déjà à mon micro qui était certainement déconnecté en commençant à parler de ce podcast. Donc ça, c'est purement physique. Et puis après, ça peut être la connexion, déconnexion. Bêtement, aller se balader et se déconnecter et sentir son téléphone qui s'oublie dans sa poche et se dire « Merde, j'ai oublié mes clés. » Mais en fait, c'est mon téléphone. Et la connexion, et les 1500 connexions qu'on peut avoir à la seconde. Et ces lieux qu'on peut créer en 1500 minutes et sans vraiment pouvoir les contrôler. Et puis à côté, c'est le plaisir de cette déconnexion aussi, qui est très euphorisante quand on peut y arriver. Donc ça, c'est cool, ça, c'est sympa. Et donc voilà. Je pense qu'on va un petit peu aborder déjà toutes ces idées au fur et à mesure de l'épisode. Mais du coup, j'avais envie de commencer en vous expliquant comment le sujet est arrivé. Donc moi, par exemple, je suis quelqu'un de hyper méga connecté. Et donc, quand on a eu l'idée de ce podcast, un moment pour aller un peu pomper des idées supplémentaires pour des épisodes, j'ai eu envie de demander à ChatGPT des idées, de m'aider à trouver un sujet. Donc, pour vous mettre un peu en contexte, on avait envie d'avoir des idées un peu dingo, en fait, pour challenger les cerveaux et la créativité des différents intervenants et intervenantes. Et donc, j'ai demandé à ChatGPT, donne-moi des idées de fantasmes concernant l'innovation. Et il y a une chose qui a vraiment retenu mon attention, c'était la machine à lire les pensées et à contrôler les rêves. Et du coup, il y a eu tout un pan aussi sur l'éthique et la récolte de données et des trucs comme ça qui s'est ouvert à moi et à nous. Et du coup, j'avais envie un peu de commencer par ça, en fait, l'hyperconnectivité de la société, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller.
Et ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai l'impression que aujourd'hui, quand on parle de connexion et déconnexion, la déconnexion, elle est presque... Elle se force à nous un petit peu, parce que c'est quand on a un espèce de trop-plein qu'on a besoin de prendre du recul. Et voilà, j'aurais tendance à questionner le schéma dans lequel on est aujourd'hui, sur cette hyper-connectivité. Du coup, quand tu parles, là, ça rejoint aussi ce que Jean-Yves expliquait par rapport à la déconnexion, etc. Est-ce que toi, Jean-Yves, je sais, parce que tu es mon collègue et donc on en parle, je sais que tu arrives à te déconnecter assez facilement, mais est-ce qu'il y a un moment où tu t'es posé la question de te dire « Ah, là, on est arrivé à un point où vraiment ça devient indispensable de sortir, de défaire aussi toute la technologie qui t'entoure, etc. » Moi, j'ai fait des expériences qui sont un petit peu hardcore, on va dire. Il y a 2-3 personnes qui m'ont dit « Mais t'es fou de faire ça ?» Donc, je suis parti pendant une semaine sans avoir de téléphone smartphone, sans avoir de... Enfin, si, j'avais quand même un téléphone classique, mais... un dumb phone, comme on appelle ça. Ouais, un dumb phone, voilà. Où j'ai passé 3 appels sur une semaine, ce qui est vraiment pas beaucoup. Je m'attendais à être connecté avec des gens en réel, en physique, et pour finir, allez vous balader dans la campagne, vous verrez, il y a personne. Ou presque. Si vous n'êtes pas encore sous en Sardaigne. Et donc, ça a été une sacrée expérience, parce que se rendre compte qu'en fait, tout, que ce soit de la musique, que ce soit faire des photos, que ce soit bêtement trouver sa route, c'est actuellement, on est vite connecté pour un rien, et donc on est vite perturbé. Et moi, si j'ai, entre guillemets, fait cette expérience, parce que c'est une expérience, c'était pour voir, en fait, si... pour m'écouter et me dire, en fait, je peux maîtriser ça. Et me dire, si demain je veux foutre mon téléphone à la poubelle et le jeter dans l'eau, il y a moyen de le faire. Et ça m'a conforté dans l'idée que c'est possible, et ça m'a conforté dans l'idée qu'après une semaine, il n'y avait pas de souci de continuer à avoir pas de téléphone. C'était même un peu perturbant d'avoir son téléphone après. Donc voilà. Et dans la vie de tous les jours, je pense que ça arrive assez souvent, et ici par exemple au Fab Lab, ça m'arrive assez souvent de laisser mon téléphone sur le bureau et de faire toute une demi-journée sans avoir le téléphone, parce que je me dis, si je l'ai dans la poche, il va vibrer. Vibrer, c'est ce petit émulsif qui, un petit coup de dopamine, on va aller voir. Et puis, on reste tout le temps dedans, quoi. Et donc, on est tout le temps connecté. Et donc, c'est assez compliqué de tenir tête à ça, entre guillemets. Donc... En fait, c'est ça, tu as challengé ta propre dépendance hypothétique à cette technologie, quoi. Ouais, c'est ça. Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dessus parce que j'ai utilisé les applications qui sont dedans pour voir le temps de connexion. Et je devrais faire le test ici, ça va être assez hardcore parce que je suis assez connecté pour le moment. Fanny, j'ai publié pendant qu'on était occupé de faire un podcast. Donc, évidemment. J'étais la seule personne qui était connectée ici. Et c'est génial, hein, sur ces téléphones, il y a un truc qui s'appelle équilibre digital. Et donc, on peut voir en quelques temps. J'ai même mes enfants qui sont dedans. Voilà, j'ai passé déjà 50 minutes sur Instagram aujourd'hui. Waouh, c'est félicitations Jean-Yves. Waouh. Et il est 10h30 du matin. 21 minutes sur mon YouTube, 13 minutes sur Messenger et autres, 46 minutes. Donc ça fait déjà 2h10 que mon téléphone est allumé sur un écran. Et qu'il est actif surtout. Voilà, c'est ça. Alors qu'il est 10h30. Et il est 10h30. Et alors si on va voir un peu plus, parce que ça peut être intéressant d'aller voir un petit peu sur une vague plus importante. Bon, là, je pense que je ne saurais pas le faire, mais tant pis. Mais voilà. Mais donc, ça veut dire, voilà, c'est énorme. Quand on se rend compte 2 heures sur 8 heures, on va dire, où on est réveillé, allez, peut-être 10. Ça fait quand même beaucoup. Ouais. Mais moi, il y a un truc auquel je pense, justement, en t'écoutant. Je me dis, cette hyperconnexion, elle induit aussi une manière de vivre avec l'autre, une sorte de contrat, entre guillemets, transactionnel, de dire, je dois toujours être dispo, je dois toujours répondre à mes mails, mes messages, etc. Aujourd'hui, on a quand même une tolérance beaucoup moins élevée quand quelqu'un met un jour ou deux à répondre à un mail. Aujourd'hui, ça devient intolérable. Alors, du coup, dans des contacts professionnels, par exemple, moi, ça m'arrive de recevoir des WhatsApp parce que je réponds pas aux mails. Et donc, voilà, quelque part, la déconnexion, elle amène aussi ça en termes de rythme pour vivre ensemble, peut-être de manière plus harmonieuse. Et moi, ça m'intéresserait très fort. Tu parlais tout à l'heure, Fanny, de machine à contrôler les pensées, etc. Machin. Moi, ça m'intéresserait fort de reprendre une machine à
voyager dans le temps, à revenir, parce qu'on a cette grande privilège d'avoir vécu l'avant et l'après. Donc, quelque part, je crois, dans l'histoire de l'humanité, on est exceptionnel parce que, voilà, on a connu un monde sans tout ça et puis on le connaît avec. Et de me dire, mais comment on vivait ensemble avant tout ça? Enfin, d'arriver à me remémorer ça aussi dans mon corps, dans mes sensations physiques, etc. Parce que, je sais pas si vous avez fait cette expérience de scroller très longtemps, à un moment, on se sent pas bien. Enfin, on a, hein, c'est vrai, c'est quelque part, le corps, il est un peu agressé par... Ça va. Pas ces mêmes problématiques. Donc voilà, il y a quand même tout ça qu'il faut aussi tenir en compte de notre nature d'être humain, je veux dire, qui à un moment est vraiment agressé d'une certaine manière par la technologie. Mais je viens pas avec des... Moi, je suis très accro, j'ai vraiment beaucoup de mal à me déconnecter, donc je sais pas du tout, je lance pas du tout la pierre. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a de ça une bonne quinzaine d'années, on était beaucoup plus autonomes, finalement beaucoup moins connectés, notamment dans le milieu du travail, et on attendait beaucoup moins de l'autre. C'était beaucoup plus compartimenté, et du coup voilà, il y avait plus il y avait pas ce besoin d'être en permanence à attendre des informations d'autres personnes. Tout à fait. Et donc cet échange d'informations qui s'était multiplié, parfois c'est peut-être intéressant de le challenger parce que est-ce que c'est utile d'échanger autant d'informations par rapport à autant... Est-ce qu'on travaillait si mal avant? Bon, voilà. Mais c'est pas l'idée du tout non plus de déconstruire ce qui existe aujourd'hui, mais c'est de se dire, voilà, on a eu ces outils, ça a été très vite, on a eu ces outils dans les mains, on nous a pas vraiment expliqué les méthodos pour les utiliser au mieux. Et aujourd'hui, il y a peut-être moyen de rechallenger en utilisant vraiment le meilleur de ces outils, mais pour vraiment amener aussi à un bien-être au travail, parce que c'est pas pour rien qu'on a des vagues de burn-out, de crise de sens, de crise du management... voilà, je pense que la révolution de l'information, la révolution numérique, elle a amené aussi beaucoup là-dedans. Et je pense aussi que le problème, c'est l'absence de frontières entre ta journée professionnelle et ta journée privée, qui utilise les mêmes outils en permanence et qui apportent les mêmes attentes de connexion en permanence. Oui, c'est ça. Et puis au final, même la frontière aussi entre l'utilisation des réseaux sociaux personnels, privés, et genre même le fait de... entre guillemets, devenir des personnages publics sans vraiment l'être. Parce que moi, c'est con, mais mon compte Instagram, il est plus en privé depuis bien 10 ans, quoi. Ça fait 10 ans qu'en fait, n'importe qui peut aller sur mon compte et voir ce que j'y raconte publiquement. Bon, c'est un choix, hein. Mais dans le sens, voilà, et ça fait que... C'est un choix, et en même temps, est-ce que c'en est vraiment? Parce qu'aujourd'hui, quand tu fais pas ce choix, tu fais quand même partie des bizarres, quoi. Des bizarres, je sais pas, parce que après, voilà. Vous a caché. Non, mais c'est ça, mais c'est... Ah, dis donc, toi, Challengeons la t'es pas sur tel réseau. ici. Ouais, dis donc, toi, tu partages pas les trucs. Oh, ah là là. Et en fait, tu ne fais pas partie du même tissu social. Il y a une espèce de... Je dirais plutôt ça, moi. Il y a une Je espèce dirais de le même recul. monde Ouais. virtuel, parce que, ou une réalité différente. Oui, c'est En ça. fait, le fait de pas être connecté, c'est là que ça pose question aussi. Jean-Yves, Et il y a une Oui. question de... attention, t'es un peu trop connecté justement pendant si, l'épisode. Ça peut vous si t'es pas rassurer, c'est un connecté, SMS. si t'es pas connecté, est-ce que tu vas rater quelque chose? Ou est-ce qu'en fait, c'est toi qui y gagne? Ouais. C'est ça toute la question, cette balance entre ma connexion aux autres m'apporte tellement que ça a un avantage dans ma vie, ou est-ce que finalement ça prend le pas sur d'autres choses et ça a un impact négatif? Mais ça, c'est à chacun évidemment de faire la balance, mais c'est pas, je crois pas que ce soit évident, et c'est à challenger, je pense, au jour le jour, quoi. Mais clairement, moi j'ai des connaissances qui ont pas de compte Facebook, par exemple. Bon, Facebook, ça commence voilà, un peu à se dissiper quand même. Mais moi, par exemple, Facebook, je reste là que pour les événements. Donc, pour rester au courant de, en fait, des événements culturels, etc., qui ont lieu autour de chez moi. C'est le nouveau que faire. Ouais, un peu, Agenda, ouais. C'est ça, c'est l'agenda, vraiment. Mais du coup, je connais des gens qui créent vraiment un compte Facebook que pour ça, ou bien qui dépendent des autres et de leur compte Facebook que pour ça, quoi. Pour vraiment... Parce que c'est plus du tout un lieu de scrolling qui... Tout dépend des générations. Oui, aussi. Voilà. Moi, je scrolle beaucoup sur Facebook. Mais voilà, j'ai plus de 40 ans. Voilà, c'est vrai que... Mais ça devient des territoires avec des codes culturels vraiment bien établis. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi développé une sorte de littératie comme ça, de grammaire, en disant, sur Insta, je vais aller pour ça, sur TikTok, je vais aller pour ça, puis sur Facebook, LinkedIn. Alors moi, c'est vrai que je vais plus à utiliser très clairement LinkedIn. C'est vraiment mon réseau parce que
pour moi, la question du réseau est plus pertinente dans la sphère professionnelle que dans la sphère privée, bien que, voilà, j'ai connu les débuts de Facebook en 2008, quand on a eu les tout premiers comptes, etc. Mais quand on voit, c'est aussi intéressant de voir à quel point on développe des codes et une sorte pas d'expertise, mais de capacité à s'exprimer sur ces réseaux. Facebook, par exemple, propose de revenir en arrière. En telle année, vous aviez posté ça, à tel moment, machin. Et moi, je dis, mais c'est pas vrai que je postais ce genre de truc avec ce genre de message qui est complètement à côté de la plaque aujourd'hui. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on a vraiment développé une habilité à communiquer et à s'adapter en fonction du canal là où on s'exprime. Et avec une rapidité déconcertante, parce que 2008, alors pour certains ça paraît un monde en arrière, pour d'autres c'est quand même avant-hier. Et l'évolution 15 ans. Mais oui, mais bon, 15 ans pour révolutionner nos modes de vie, parce que les réseaux sociaux, notamment spécifiquement, prennent une part extrêmement importante dans nos vies, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Et aujourd'hui, voilà, on a du mal à vivre sans et on a du mal à imaginer le monde sans. C'est là que du coup j'ai envie de un peu discuter avec vous justement d'identité numérique et de en fait la place qu'on prend maintenant avec les réseaux sociaux et en fait avec un peu cette impossibilité maintenant de disparaître parce que tout est écrit quelque part et tout est stocké quelque part. Et comment est-ce que vous vous sentez par rapport à ça ? Est-ce que vous auriez envie de redisparaître entre guillemets de la surface numérique parce que c'est pas de la surface de la Terre vu qu'on est là, mais dans le sens est-ce qu'il y a un moment ce besoin de disparaître? Est-ce que ça vous embête pas d'avoir en fait qu'Internet parce que c'est vraiment ça, qu'Internet en sache autant sur vos vies, sur vos activités, sur vos pseudo-besoins qu'ils ont créés au fur et à mesure de nous avoir écoutés à droite à gauche. Comment vous sentez par rapport à tout ça et qu'est-ce que vous avez envie d'en dire ? Ce que je trouve très désagréable, en fait, c'est qu'on n'ait pas réellement le choix. C'est ça qui est dérangeant, je trouve. Parce que autant on va te dire, oui, mais vous avez accepté les conditions d'utilisation, évidemment. Mais encore une fois, il y a cette espèce d'injonction à utiliser ces plateformes qui est très difficile, je trouve, d'éviter. Donc du coup, le choix, il est franchement limité. Maintenant, il y a des entreprises qui justement proposent au contraire d'aller récupérer, effacer les données des gens, etc. Mais jusqu'à un certain point, malheureusement, on ne contrôle plus notre empreinte sur Internet. À moins qu'on vive vraiment en ermite dans une caverne. Mais encore comme ça voudrait dire que cette personne, les personnes dans ce cas-là, auraient été toute leur vie en ermite, quoi. C'est ça, parce qu'à un moment ou à un autre, t'as bien un copain qui a posté un truc avec ta tête dessus. J'allais dire, Diane, aujourd'hui, a posté sa tête sur un podcast. Pas de bol. Et pourtant, on n'est pas très présente sur les réseaux que je fréquente. Donc, voilà. Et puis, mais sur tellement d'autres. Et puis, je me dis, moi, il y a toujours de la réflexion. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, tu postes des trucs sur Internet, machin, t'es sur les réseaux. Moi, je suis fort réseau Facebook parce que je suis la génération qui a connu le début de Facebook des aussi. Vieux, quoi. Mais quand je pense réseau et identité Internet, j'ai souvent... Alors, vous allez rigoler parce qu'il y en a 2, 3 qui ne vont peut-être pas m'entendre ici, qui ne vont pas comprendre. Mais... ça me fait penser au tout début, c'était Caramel. On avait une identité virtuelle sur un site internet pour chatter avec des gens qu'on connaissait pas. Voilà, c'était AOL, c'était IRC aussi, et c'était désolé, mais c'était tout le temps les mêmes genres de... c'est toujours la même chose en fait. C'est toujours la même chose. Sauf qu'on postait pas des images et qu'on postait pas des vidéos, qu'on postait pas des podcasts et qu'on postait pas d'autres expériences. Mais je veux dire, c'était quand même des réseaux où on parlait entre nous, on échangeait, on montrait qu'on était disponible, qu'on n'était pas disponible. S'il y avait quelqu'un qui voulait faire une soirée, il créait un channel pour faire une soirée, que ce soit sur l'un ou l'autre. Et donc c'était tout ça a démarré à fond de balle. Il y avait encore aussi le Messenger de Windows. Mais MSN, oui. Ouais, voilà. Skyblog, tout ça. Donc voilà, pour moi, évidemment. là, l'identité, elle a commencé là, purement. Avant, il y avait aussi, mais c'était beaucoup des identités volontaires. Ils créaient des sites internet, ils faisaient des blogs. Donc c'était déjà un peu différent. À partir de ce moment-là, il y a eu ça. Et puis ça a continué. Ça a été Facebook, ça a été Instagram. J'avoue, je suis pas du tout... J'ai été sur Twitter direct, mais je suis pas... X, pardon. Je suis plus du tout dessus parce que, voilà, ils postent tout seul pour moi. Il y a des intelligences artificielles qui font ça très bien. LinkedIn, professionnellement parlant, même si maintenant c'est devenu personnellement
un réseau que j'utilise. Et ça m'a complètement impressionné parce qu'en fait, j'étais comme Delphine au début, j'utilisais purement professionnel. Et puis j'ai fait ça, c'est marrant, je vais faire du personnel avec. Et les gens se rentrent dedans direct. Et t'as fait quoi ? Quand c'est des rencontres, quand c'est commencer à parler pour des soirées et tout ça, c'est plus du professionnel. Je sors complètement de la sphère professionnelle. J'ai des discussions qui sont sur LinkedIn qui sont plus personnelles que des discussions qui sont sur Instagram. Donc voilà. Donc ça a quand même pas mal fait. Il y a quand même blindé de monde. Et je pense, tu t'as dit tantôt juste avant, un ermite au fond de sa forêt et tout. Moi, j'en connais des ermites au fond de leur forêt. C'est ça qui est très marrant. C'est que moi, je suis à la fois ultra connecté. Bon, je suis pas encore à ton niveau, Fanny. Et est-ce que tu fais des stories à leur sujet ? Non, mais si. En fait, oui, c'est déjà arrivé. Alors, ils sont effectivement pas en premier plan. Ils sont même pas en photo ni rien. Mais ils sont présents virtuellement. Mais après, ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont une présence qui est très très minime sur les internets, entre guillemets, on va dire, c'est marrant d'utiliser ce terme, sur ce monde digital. Mais quand ils l'ont, elle est directement instantanée, parce qu'elle n'est pas noyée. Moi, j'ai blindé de présence sur Internet, mais elle est tellement noyée, les gens comprennent plus rien, parce que c'est noyé, parce que, comme Fanny, on a diffusé de l'info qui date de 2007, 2006 peut-être, à maintenant. On est bien profilé. Mais on a complètement changé aussi, parce que moi, les algorithmes, mais t'es plus la même personne. Non. Oui, et puis on joue avec, il y a moyen de jouer avec. On a appris à comment ça fonctionne un peu. Alors, on rigole aussi, parce que hier je parle d'une machine à thé à mon téléphone, j'ai eu que des pubs sur le thé ce matin, ça m'a fait ultra rire. Sur le quoi ? Sur le thé. Et donc, je me dis, ça me fait ultra rire que... Ils essayent de nous rattraper, mais en fait, c'était juste un délire hier. Donc c'est ça, mais il y a une espèce d'ingérence au bout d'un moment aussi. Ces outils qui sont censés être entre guillemets au service de nos connexions finissent par vraiment pirater nos esprits, nos vies au quotidien. Oui, mais moi, ça me fait un peu penser aux sites internet de recherche, genre Yahoo, je sais même plus les autres, Google n'a pas trop fait ça, Alta Vista ou je sais pas quoi, où il y avait de la pub. Ouais. Moi, je suis désolé, je vois pas la pub. Je vois l'endroit où je dois utiliser et je vois pas le reste. Et quand je vois une pub où il y a du thé, alors bien sûr, je suis sûr qu'il y a des psychologues ou des universitaires qui vont dire si tu l'as vu. Ouais, mais je pense que mon cerveau, il a compris qu'en fait, ça, c'était de la pub commerciale pour vendre du thé et qu'en fait, c'est pas ça que je recherche. Moi, je cherche un lien et donc la pub de thé, oui, si ça m'intéresse, elle va peut-être passer dans mon regard. Mais si ça m'intéresse pas, c'est inconscient, ça passe à la poubelle. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment toi que ça vise avec peut-être parce que tu as un regard peut-être justement avisé sur cette pub qui vient te bouffer un petit bout de cerveau, ou est-ce que ça vise les jeunes gens de 12-18 ans c'est du matraquage qui se font matraquer, qui sont habitués tout de suite parce que eux sont nés avec à recevoir ces sollicitations permanentes. Et là, ça a peut-être un effet tout à fait différent, quoi. Ouais. Et ça, je pense que l'effet n'est pas le même chez tout le monde, d'office. Mais c'est très marrant parce que moi, on parlait des gens pas connectés. Moi, j'ai toujours le souvenir des parents. Les parents, tu les mets sur un site. J'ai encore reçu, j'ai fait commander un colis il y a pas longtemps. Je reçois un mail, dit, t'as commandé un deuxième colis. Non, j'ai pas demandé un deuxième colis. Je dis, lis-moi le mail, mais commence juste par l'adresse mail. Eh oui. Et puis, blablabla, bipos.info.eu, machin. Je fais, ok, arrête, c'est bon, jette ce mail. Mais il était vraiment bien fait, c'était du phishing 100% bien fait. Et je fais, c'est marrant, parce que autant nous, on nous a matraqué. On a les réflexes. On a les réflexes de regarder, en fait, c'est logique, j'ai pas commandé de colis, donc pourquoi je vais recevoir un colis ? Autant les personnes qui sont en dehors de cette éducation de réflexe l'ont pas et donc pas assimilé, se font attraper vraiment littéralement. Et donc, comme une pub qui est sur un site internet, comme un scroll où on voit des images qui sont entre guillemets dirigées vers nous, voilà. Alors, oui, il y a des gens, ça matraque. Je pense que sur les enfants et tout, ça doit marcher du tonnerre, ça doit être ultra efficace. Et je pense que l'éducation qu'il y a à faire maintenant, c'est justement de pouvoir se dire, en fait, si tu reçois ça, c'est parce que tu l'as. Ils l'ont déduit de ta réaction, de tes recherches, de tes discours, de tes échanges avec d'autres personnes, de plein d'autres choses, quoi. Et du coup, pour aller sur l'effet inverse,
pour vous, la déconnexion, en réalité, c'est quoi? C'est sortir de cette connexion, notamment des réseaux sociaux, ou c'est plus que ça? Parce qu'il y a aussi cette connexion permanente entre êtres humains qu'on a plutôt envie, au contraire, d'entretenir. Est-ce qu'on fait vraiment la différence entre les échanges médias et les échanges dans la vraie vie, enfin dans la vraie vie? Non, ça veut tout dire en fait. Là. Mais j'avais lu un super livre pendant mon Erasmus qui s'appelait Networked. Et en fait, qui expliquait justement ce truc de connexion. En fait, allez, moi par exemple, ça m'arrive régulièrement d'aller boire un café ou manger toute seule au resto ou dans un café et tout. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on aurait pu avoir ce regard de « Ah, cette personne est seule » et se sentir un peu triste de voir une personne manger seule, comme si c'était déjà dramatique, alors que non, pas du tout. Je suis une femme forte et indépendante, d'accord. Et sauf qu'en fait, on se rend vite compte que c'est con, mais on a un livre, donc on est déjà aussi connecté avec l'auteur qu'on est en train de lire ou l'autrice, et on a notre smartphone qui est là, qui est en train de buzzer, et donc tous les 2 minutes, on pose notre livre pour regarder qui nous a envoyé un message, et on a là avec un petit sourire parce qu'on est en train de voir un message de quelqu'un qu'on avait envie de recevoir ce message. Et du coup, en fait, non, on est tout le temps aussi connecté, même en étant dans un endroit public en solitaire. On peut se retrouver quand même, au final, à tisser une toile géante de connexion, parce que ça se trouve, on n'est pas en train d'envoyer juste un message, on est sur un groupe chat ou en train de discuter avec plein de gens. Et du coup, ça m'avait vraiment marqué à ce moment-là, parce qu'en fait, même en étant seul, grâce à ça, on peut être connecté, mais on peut aussi très bien se dire « Ah, je vais au café, boire mon café », volontairement seule, mais je serais quand même entourée de gens. Mais j'aurais laissé mon téléphone à la maison et je suis là avec mon livre et je regarde les gens qui sont autour de moi. Et au final, il n'y a absolument rien de triste là-dedans. Bon, ça, c'est mon point de vue, évidemment. Mais du coup, dans ce livre, c'était vraiment super intéressant, justement, ce dont tu parlais, en fait, au final, la toile d'araignée qui peut se créer aussi entre des groupes de personnes, des groupes d'amis, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui aussi, le fait que ce soit pas triste, c'est parce que ça devient un choix. Ça t'est plus imposé. C'est quelque chose que tu assumes et que tu as envie de presque revendiquer. Je me retrouve seule à cet instant dans les circonstances que je choisis et donc ça m'appartient. Et moi j'aime bien la description que tu en donnes, Fanny. C'est un peu une solitude habitée et il faut surtout pas se dire que c'est ça ou ça. Enfin, c'est et tout le temps en fait. Et donc parfois on a effectivement besoin de se retrouver un peu, de se recentrer, et quelque part c'est sain parce que quelqu'un qui ne sait jamais tout seul et qui a toujours besoin d'être comme ça connecté ou avec des gens, etc. Il y a quand même derrière un petit truc. C'est bien aussi d'être bien dans ses baskets, pouvoir passer du temps aussi seul. Mais de se dire que voilà, tout est OK, quoi. Je veux dire, d'être avec des gens, puis par moments avoir des moments de respiration. En fait, c'est une question vraiment de rythme, on-off. Et puis on est tous caractérisés par des rythmes bien singuliers, les uns et les autres. Et c'est la même chose avec le digital, quoi. On peut très bien se dire, voilà, il ne faut pas forcément être soit ermite dans sa forêt, soit hyper connecté. Et puis chacun met le curseur là où il a envie. Et le tout, c'est de se sentir quand même libre de pouvoir faire les choses comme on a envie de les faire. Et j'avais envie de rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, Diane, par rapport au fait que parfois on n'avait pas le choix quand on allait sur des réseaux. Voilà, il fallait cocher, OK, vous avez accepté les conditions générales, etc. De plus en plus, il y a quand même des outils. Moi, j'y connais pas grand chose et je devrais me forcer à plus les utiliser, mais de se dire que sur les internets, d'essayer d'aller sur des moteurs de recherche qui sont peut-être plus respectueux de mes données personnelles et de se dire que finalement, moi, j'ai quand même envie toujours de rester actrice de ma recherche d'informations, d'être dans un web du pull au lieu d'être dans un web du push qui me balance tout le temps des notifs parce que j'ai été parfaitement profilée et que du coup, c'est facile de m'inonder et de me mettre dans une situation de surinformation, d'infobésité. Donc ça, moi, je refuse ça. Je préférerais vraiment mon web idéal, c'est un peu le web d'il y a, je sais pas moi, 10, 15 ans, avant les plateformes, de se dire, finalement, j'ai besoin d'une information, je vais aller la chercher. C'était un peu dans cette optique-là que Tim Berners-Lee, Robert Caillot, les fondateurs du web, étaient quelque part de mettre l'information à disposition, mais pour faire progresser l'humanité, la connaissance, le savoir, etc. Maintenant, certaines notifications peuvent être utiles aussi sur certaines applications parce que j'ai choisi de suivre une track par rapport à un sujet. Donc voilà, je pense que c'est vraiment d'essayer de pondérer sa réflexion, de se dire ça peut être ça et ça. Mais je pense que ces différentes dimensions, elles se complètent, elles sont indispensables l'une à l'autre. Donc connexion, déconnexion, moi je trouve que les deux vont ensemble, quoi, en fait.
Je me demande si toutes ces questions, de pouvoir prendre du recul et de pouvoir l'exprimer, ça n'a pas quand même vachement explosé depuis les confinements de la pandémie. Moi, j'ai l'impression que les gens ont commencé à pouvoir exprimer ce truc de « non, mais là, j'ai un trop-plein ». Là, il faut qu'on déconnecte. Là, il faut qu'on prenne ce temps pour autre chose, tout simplement. Et alors qu'avant, ça me semblait être un discours peu entendu et peu exprimé. Je peux rebondir sur les deux. Il y a deux trucs qui me font super marrer parce qu'il y a ces genres de monde virtuel. Donc on a dit la connexion totalement internet sur les sites et tout ça. Et puis en fait, on a parlé du café et ça m'a fait marrer parce que le café c'est une autre connexion mais qui est quand même semi-digitale là, parce que tu as dit ton téléphone. Moi, je considérerais que si tu n'avais pas ton téléphone, même pas un livre et juste un café, c'est déjà pas mal. Parce que moi, j'ai descendu un peu plus bas et j'ai été en me disant, je vais baquer le bruit. Moi, je considère que c'est du bruit, même si je l'utilise. Mais je veux dire, il y a le bruit de l'information, tu l'as dit. Toi, tu as utilisé un super terme, genre obésité médiatique, informative. Et c'est du bruit. Donc, si tu élimines ce bruit, tu élimines ton téléphone, ton smartphone et tout. Puis, tu élimines les gens aussi. Parce que tu vas dans un café, désolé, il y a aussi de la communication. Et puis, tu reviens à la nature. C'est con, mais moi, c'est pour ça que j'ai fait un voyage en nature. Et là, tu as toujours un bruit. Faut pas se dire qu'il n'y a pas de bruit. Même quand il n'y a pas de bruit, il y a du bruit. Et là, tu as les oiseaux qui débarquent. Et tu fais « Ah putain, mais c'est chouette en fait !» Tu as le vent qui fait du bruit, tu as plein de choses. Et donc, en fait, il y aura toujours, entre guillemets, même une communication involontaire. Parce que là, les oiseaux, même s'ils venaient volontairement. Je suis pas sûre qu'ils communiquent avec toi quand même, tu sais. Mais si. On voit plein de si, messages. parce que quand je marche et que je fais du bruit, ils se barrent, et quand je reviens et que je laisse tomber mes miettes, ils reviennent. Donc il y a quand même une communication qui n'est pas forcément... T'as des faces Blanche-Neige, quoi. Voilà, c'est ça. Et je trouve ça super intéressant parce que ça, on peut voir tous les niveaux comme ça qui peuvent se mélanger, s'entremêler. Tu peux être en plein de nature et créer des mondes virtuels. Il y a un terme qui est génial, j'ai perdu ce terme et je voudrais bien le retrouver. C'est en fait, à chaque fois qu'on fait un lien, donc moi là j'en ai 3 actuellement, j'en ai un avec vous, mon téléphone qui vient de vibrer parce que l'entrée ça a sonné, et ma tête qui est en train de penser parce qu'il y en a un qui est là. Donc j'ai 3 mondes virtuels qui sont lancés en même temps. C'est du métaverse en fait. Des multiverses. Des couches parallèles. Mais on a ça tout le temps. Si tu es en discussion avec ton garagiste parce qu'il faut réparer sa bagnole, tu es en train de créer une pièce qui n'existe nulle part, juste dans votre deux têtes, où vous êtes autour tous les deux, un peu comme dans Matrix, en train de parler tous les deux sur un fauteuil et en train de vous parler. Mais vous créez ça autant de fois qu'il y a de connexion. Donc ça, c'est... On peut faire ça vraiment... on le fait tout le temps. On s'en rend pas compte. Ça va très très vite. Il y a un mot qu'on a dit 1000 fois ici. En fait, c'est l'attente. Et je pense que tout part là-dessus. C'est pas forcément si on doit avoir une déconnexion. Non, c'est est-ce qu'on ne ferait pas challenger l'attente et se dire, en fait, on peut avoir Instagram, on peut avoir Facebook, on peut avoir n'importe quelle autre manière de communiquer, que ce soit par des jeux vidéo et tout, mais c'est se dire, en fait, je peux être tranquille de laisser mon mail pendant 3 jours, il n'y a personne qui va me faire chier, parce qu'en fait, l'attente n'est pas là. Et si on pouvait, c'est marrant, je l'ai fait il y a 2 jours avec le 8-8, j'ai dit, si on peut supprimer l'attente dans le monde, il se passe bien, parce qu'il n'y a plus d'attente. Et donc, s'il n'y a plus d'attente, il n'y a plus de problème. Et ça fait pas mal de choses comme ça. Et je pense que le numérique a accéléré ce besoin d'attente, pas perverti, je dirais même carrément. Oui, je pense. Perverti ce besoin d'attente. T'envoies... on disait WhatsApp. Ma mère m'a envoyé un mail pour avoir une liste de cadeaux. J'ai pas répondu. Ça fait 2 jours. Qu'est-ce que c'est que 2 jours ? Elle n'a pas de nouvelles pendant 1 mois de moi. Elle m'a envoyé un WhatsApp. T'as toujours pas envoyé ta liste. Voilà. Oui, il y a une immédiateté. Voilà, et c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la technologie comme nous. Donc, même déjà, cette personne a utilisé... Déjà drillé. Drillé, en très peu de temps. Quoi. J'ai eu plus ou moins la même chose avec ma maman qui, pareil, en fait, quand elle m'envoie un WhatsApp, et alors, du coup, ça ne nécessite pas de réponse. Et donc, du coup, je ne réponds pas. Et puis, t'as pas répondu. Je suis là, en fait, c'est juste que ton message... oui, je peux mettre un pouce. Mais du coup, ça peut être mal aussi interprété. Du coup, t'es là, bon... Voilà. Donc, je propose qu'on termine là-dessus. J'aimerais vous remercier. Merci. Et, merci à toi. Et du coup, on se voit dans 2 minutes dans le bureau. Pour un petit café. Oui, bonne journée à tous. Bonne journée. Salut. Vous venez d'écouter 100 degrés, un podcast par le Media Lab du TRAC, Hub Créatif Namurois.
imaginé par Diane Motin, présenté par Fanny Seligman, filmé par Julie Mouvet, monté par Antoine Brasseur, mixé et masterisé par Antoine Brasseur. L'identité visuelle est faite par Minuit Studio. Ce podcast est rendu possible par les fonds FEDER et la région Wallonne qui ont financé les équipements du Media Lab. Le Media Lab est un lieu d'expérimentation et de prototypage dans l'audiovisuel immersif, tel que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, le motion capture et tout ce qui touche au domaine du son, comme le podcast et le son binaural. Le Media Lab propose un studio multimédia muni d'équipements de pointe, une programmation de workshops, de rencontres et de conférences dans ces domaines, ainsi qu'un accompagnement personnalisé au développement de projets.